Bonjour à tous. Alors, cette vidéo constitue la dernière partie du cours sur les matrices, le cours numéro 6. On va s'intéresser aux paragraphes 4 et 5 du polycopier, un court paragraphe sur les matrices par bloc et le calcul par bloc, et un paragraphe important sur le rang d'une matrice, d'une application linéaire d'un système et les liens qui existent entre ces rangs. Alors, commençons par le calcul par bloc. J'ai repris le point numéro 4, alors matrice définie par bloc et calcul par bloc, disons. Prenons le cas d'une matrice définie par 4 blocs. On généralisera ensuite. Alors, on prend 4 entiers plus grands que 1, N1, N2, P1, P2. On peut définir des matrices, alors une première A11, qui est dans M, N1, P1, autrement dit, qui a N1 ligne et P1 colonne. Une matrice, alors je vais l'écrire juste en dessous, on va les faire comme ça, là, qui a le même nombre de colonnes, mais N2 lignes. Je l'appelle A21, 2 pour faire référence à N2, 1 pour faire référence à P1. De même, j'appelle A12 une matrice qui a N1 lignes, mais P2 colonnes, et A22 une matrice qui a N2 lignes, et P2 colonnes. Alors, c'est pas pour rien que je les ai écrites comme ça là, sur le tableau. Regardez, si on concatène A11 et A12, si on met côte à côte les colonnes de celle-là et les colonnes de celle-ci, vous voyez qu'on a une matrice qui a N1 ligne et P1 plus P2 colonnes. De même, si on concatène les deux du bas, là, on a une matrice qui a N2 lignes et P1 plus P2 colonnes. Maintenant, si on met celle concaténée au-dessus de celle concaténée avec celle du bas, comme on a fait pour les lignes, on obtient une matrice qui a finalement N1 plus N2 lignes et P1 plus P2 colonnes. Alors, on la définit comme ça, on l'écrit comme ça, cette matrice. Donc ici, si vous avez 4 matrices avec des formats compatibles, vous pouvez définir une matrice NNP avec N lignes et P colonnes, où N c'est N1 plus N2 et P c'est P1 plus P2. Alors pour la définir formellement, là vous avez vu, on la définit un petit peu avec les mains. Pour la définir formellement, il faut dire qu'est-ce que c'est que son coefficient AIJ. Eh bien il y aura 4 cas, vous voyez, puisque N c'est N1 plus N2, on prend I entre 1 et N, P égale P1 plus P2, on prend J entre 1 et P. Alors le premier cas par exemple, si I est entre 1 et N1 et J entre 1 et P1, le coefficient AIJ de la matrice A, c'est celui de A11. Le AIJ de A11, puisque ça sera dans le bloc en haut à gauche. Bon, il y a 4 cas comme ça. Si on est dans le bloc en haut à droite, c'est-à-dire pour I entre 1 et N1, mais J entre P1 et P1 plus P2, le coefficient AIJ de A sera celui de A12. Voilà, donc on définit assez naturellement comme ça, là, une matrice obtenue en concaténant, ou en empilant, ou en mettant dans le bon ordre, comme ça, là, des blocs. Alors attention, ça s'appelle les blocs de grand A. Il faut qu'ils aient un format compatible, d'accord ? Alors, on va donner tout de suite un petit exemple de ce type de matrice utilisant une projection et une symétrie. Alors, l'exemple le voici. J'ai repris celui du polycopier. On prend F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans un cas espace vectoriel de dimension n qu'on appelle E. On pose dimension de F égale P. On a donc dimension de G, vous savez, quand deux espaces sont supplémentaires, la somme de leur dimension, c'est la dimension de l'espace total. Donc la dimension de G, c'est n-p, qu'on peut d'ailleurs appeler Q, ou Q ici, c'est n-p. Alors, on note phi, j'ai pris phi, parce que pour pas prendre P, P étant déjà pris par la dimension phi, la projection sur F parallèlement à G, et psi, la symétrie par rapport à F parallèlement à G. Je vous ai rappelé sur le petit schéma ce que ça signifie. Quand vous avez un vecteur X, il se décompose de façon unique comme un élément de F plus un élément de G. Cet élément de F, c'est phi de X, et psi de X, c'est cet élément de F moins l'élément de G, moins la composante suivante G,
de X. Un petit rappel, le projeté sur G parallèlement à F, c'est identité moins phi, où identité c'est l'application identité de E dans E, hein, on peut le mettre ici, identité de E si vous voulez. Ce qui nous donne psi égale 2 phi moins identité de E. Alors, on va essayer d'écrire la matrice de ces deux applications sur des bases bien choisies. Alors, les bases bien choisies, la base bien choisie, c'est ce qu'on appelle une base adaptée à la décomposition de E en somme directe F plus G. Hein, je vous rappelle que grand E égale F plus G. Je vais le mettre ici, là, grand E égale F plus G. Alors, c'est quoi une base adaptée? Eh bien, on prend F1 jusqu'à Fp des vecteurs de grand F, et on les complète, formant une base, hein, bien sûr, des vecteurs de grand F, mais formant une base de grand F. On prend Gp plus 1 jusqu'à Gn, des vecteurs de grand G formant une base. Bon, il y en a bien n-p, puisque j'ai commencé à les numéroter, ap plus 1 jusqu'à n. Donc il y en a q égale n-p. Alors on sait dans ces cas-là que si on prolonge, on complète la base des f par la base des g, alors on obtient une base de grand E. Hein. Bon, elle a bien n éléments, les p premiers forment une base de grand F, et les q derniers, ou n-p derniers, forment une base de grand G. Alors, ça c'est ce qu'on appelle là, la base une base, parce qu'on peut prendre les f et les g différemment, hein, mais de façon toujours que la famille des f forme une base de grand F et la famille des g forme une base de grand G. Alors ça s'appelle une base adaptée à la décomposition de E en somme directe, F plus G. Alors, dans cette base bêta, quelle est la matrice de phi? Alors, comme d'habitude, pour construire ce type de matrice, on se demande ce que fait phi au vecteur de la base, de bêta. Eh bien, phi de F1, c'est F1. Phi de F2, c'est F2. Phi de Fp, c'est Fp. Parce que tous les vecteurs de F sont invariants par phi. Autrement dit, dans ce carré-là, qui a P' et P colonne, il y a des 1 sur la diagonale, et des 0 partout ailleurs. Alors, avec la notation par bloc, on peut dire que ça, c'est IP. Et la matrice, alors, en dessous, là, c'est 0. Puisque là, il y aura des 1 sur la colonne, vous voyez, l'image de F1, c'est F1, l'image de F2, c'est F2, l'image de Fp, c'est Fp. Donc ici, il y a 1 et que des 0, 0 et que des 1, donc des 1. Et là, il n'y a que des 0. Alors, le 0 en question, vous voyez qu'il a Q ligne et P colonne. C'est une matrice à Q ligne et P colonne. Alors, et puis le reste, c'est les images, c'est les coefficients des images de G par phi. Mais les images de G par phi, c'est tout 0. Donc là, il y a deux matrices nulles. Il faut simplement faire attention à leur format. Ici, vous avez P ligne et Q colonne. Là, vous avez Q ligne et Q colonne. Vous faites attention dans le polycopier. Je pense qu'il y a une petite inversion des indices ici, des tailles des zéros. Alors voilà, c'est une matrice avec des 1 sur la diagonale, mais il y a P1 sur la diagonale, des 0 sur le reste de la diagonale et des 0 partout ailleurs. Alors vous voyez au contraire, d'autre part, la matrice dans la base bêta de phi, alors phi fait la même action, si j'ose dire, hein, que phi sur les vecteurs de grand F. Donc ici, on va retrouver IP aussi. Et là, 0PQP. En revanche, psi de Gp plus 1, c'est son opposé. Psi de Gp plus 2, c'est son opposé. Psi de Jm, c'est son opposé. Donc, dans le bloc en bas à droite, on va retrouver des moins 1 sur la diagonale. Donc ça, c'est moins I. Attention, hein, c'est une matrice qui a Q ligne et Q colonne. Donc c'est moins IQ. Et là, à nouveau, une matrice nulle. 0 avec P ligne et Q colonne. Alors, vous voyez ici, j'ai détaillé les tailles et les formats en vert. Bon, là, je ne le fais pas, c'est les mêmes. Vous voyez que cette notation par bloc peut donner lieu à des notations plus simples pour décrire certaines matrices comme ça qui peuvent se couper en morceaux. Alors, bien sûr, on peut faire plus de 4 blocs. Hein, mais je vais donner les opérations sur les matrices quand il y a 4 blocs. On généralisera ensuite.
Alors les propriétés qui suivent donnent ce qu'on appelle les propriétés d'opération sur les matrices définies par bloc. En l'occurrence, 2 matrices définies chacune par 4 blocs. Alors je reprends les notations précédentes pour définir une matrice A par bloc, comme ça, composée de 4 matrices, notées A11, A12, A21 et A22. La matrice A11 ayant par exemple N1 ligne et P1 colonne. Etc. On reprend les notations pour A. On prend alors une matrice B qui a le même format et le même découpage que A, à savoir B1, B12, B21, B22, mais attention, ici, et pas dans la propriété suivante, les blocs, ici BKL et AKL ou KL sont soit 1, soit 0, soit 1, soit 2, pardon, ont le même format. Hein. Donc ici, c'est même découpage pour une matrice de même format total. P1 plus P2, N1 plus N2, N1 plus N2 ligne, P1 plus P2. Alors, ces notations étant données, pour lambda mu appartenant à K carré, il est assez clair que la matrice qui va se trouver là, c'est lambda A11 plus mu fois B1, ici lambda A12 plus mu fois B12, ici lambda fois la matrice A21 plus mu fois la matrice B21, ici lambda fois la matrice A22 plus mu fois la matrice B22. Donc la preuve est assez claire. Il suffit de définir 4 cas pour les coefficients AIJ de A, BIJ de B, et dans les 4 cas, ça correspond aux additions habituelles des matrices. Je vous laisse voir ça, par exemple dans le polycopier, mais encore une fois, c'est assez clair. Alors, plus compliqué maintenant, le produit par bloc. Alors, il nous faut déjà 2 matrices, une qui est NP, et une autre, alors attention, pour que ce soit compatible, une PQ. Avec Q, c'est pas le même que tout à l'heure, hein. Q quelconque, hein, avec Q appartenant à N étoile quelconque. C'est pas le... Attention, hein, dans l'exemple, j'avais pris Q égale N-P, non, quelconque. Alors, on découpe A comme précédemment, avec 4 blocs de taille respective N1P1, N1P2, N2P1 et N2P2. Attention, cette fois, il faut découper B en des blocs qui sont compatibles avec la multiplication de ceux de A. Je m'explique. Il faut que B et P lignes, parce que A a P colonne. Donc, on découpe B avec P1 plus P2. Ici, P, là, le nombre P1 ligne, puis P2 ligne. On coupe P en P1 plus P2, P1 ligne, P2 ligne. Pour la matrice B1, 1, on aura donc P1 ligne, B1, 2, P1 ligne. De même, on découpe Q en Q1 plus Q2. Donc, pour la matrice B1, 1, j'ai un format finalement P1Q1, pour la matrice B12, P1Q2. Alors ça c'est important, hein, pour que le produit puisse se faire par bloc, il faut que les découpages soient compatibles. Alors avec ces notations, la matrice AB, eh bien regardez, ça fonctionne comme si c'était ici des matrices de 2. Si on avait des matrices de 2, le coefficient ici, ce serait celui-là fois celui-là, plus celui-là, plus fois celui-là. Le fois étant un fois scalaire, si c'était les coefficients. Ici, c'est le produit matriciel. Autrement dit, ici, vous avez A11, B11, plus A12, B21. Hein, donc celle-là avec celle-là, plus celle-là avec celle-là. Comme si ça avait été, je le répète, des matrices scalaires. Donc A11, B11, plus A12, B21. Et remarquez qu'à la fin, on obtient une matrice qui vous voyez ici, si vous voulez, qui a le bon format. Hein, je m'explique. Ici, celle-là, c'est une N1P1, on la multiplie par une P1Q1, donc on obtient une N1Q1. Celle-là, c'est une N1P2, on la multiplie par une P2Q1, donc on a bien une N1Q1 à la fin. Alors, c'est pareil pour toutes. Ici, vous avez A21, A21, je répète, A21, B11, plus A22, B21.
Ici, on a A11, B12, plus A12, B22. Et enfin, ici, j'ai A21, B12, plus A22, B22. Alors, j'ai vérifié que la taille du bloc ici était le bon, vous pouvez faire pour les 4. Finalement, on a une matrice dont la taille finale est N1 plus N2 pour les lignes et Q1 plus Q2 pour les colonnes. C'est bien une matrice NQ, puisqu'on avait pris Q1 plus Q2 égale Q, et N1 plus N2 égale N. Ça, c'est bien un... Alors, la preuve, allez voir le polycopier, hein, mais c'est assez simple. Hop. Si, là encore, hein, on raisonne suivant 4 cas pour les coefficients. Bon, c'est un petit peu plus long, mais c'est assez naturel. Regardez, par exemple, on va calculer ensemble le coefficient 1,1 de la matrice. Ici, le coefficient 1,1 de la matrice, c'est la première ligne de A avec la première colonne de B. Est-ce que vous voyez que ce coefficient, c'est un scalaire, hein, va être obtenu en multipliant les premiers termes de A11 ici par les premiers termes de la colonne de B11, puis en ajoutant avec un plus les termes de la première ligne de A avec les termes ici de la deuxième moitié de la colonne de B. Donc on va bien avoir pour le terme 1,1, cette expression-là, le terme 1,1 de la matrice va bien correspondre au terme 1,1 de la matrice que j'ai écrit là. D'accord? Alors, ça marche pour tous les indices. Et voilà ce qu'il faut savoir sur les opérations concernant les matrices par bloc. Bon, c'est essentiellement utile pour écrire des matrices qui comme ça peuvent se découper. Alors, ce que je viens de dire là pour 4 blocs marche pour autant de blocs que l'on veut. On va écrire ça. J'écris grand, enfin, du paragraphe 4 de généralisation, donc. Bon, on va pas écrire long, hein. Ce qui précède se généralise aux matrices d'un MNP qu'on a découpé en R blocs pour les lignes, enfin, R morceaux pour les lignes et S morceaux pour les colonnes. Remarquez que ça fait RS bloc, ça. On les note en généralisant la notation précédente. Ça, c'est le bloc 1,1, le bloc 1,2. Ici, le bloc 1S. Ici, le bloc 2S. Ici, le bloc R1. Ici, le bloc R2. Et là, le bloc RS. Alors, N1, N2, Nr sont des entiers, tous plus grands que 1, dont la somme vaut N. P1, P2 jusqu'à PS sont des entiers, tous plus grands que 1, dont la somme vaut P. Alors, bon, on définit d'une part la matrice, ensuite vous voyez qu'une combinaison linéaire de cette matrice avec une autre découpée suivant le même format de bloc, c'est la matrice dont les blocs sont les combinaisons linéaires des blocs respectifs de A et de B. Attention au produit avec ces notations, hein, le produit AB où B est dans MPQ. Il faut que B ait P ligne, elle-même découpée en P1 plus P2 plus PS ligne, puis Q colonne qu'on découpera en Q1 plus Q2, Q ce que vous voulez, ST par exemple, bloc. Donc, par exemple, ici, hein, quand on multiplie A à droite par une matrice B, il faut que celle-ci, définie par bloc, j'entends, il faut que celle-ci ait P ligne découpée suivant P1 plus P2 plus PS. Alors, dans ces cas-là, le bloc de AB dans la position IJ, dans son quadrillage, hein, IJ, IJ étant cette fois dans de AB, hein, je vous rappelle, AB appartient à MNQ. Le cas, donc dans la notation IJ, I est dans un N et J est dans un Q. Alors le bloc I de AB numéro IJ, hein, situé dans la grille, la position I pour les lignes, J pour les colonnes, c'est la somme des AIK B, K, J pour K variant de 1 à nombre de découpage, ici c'est S. Puisque il faut que le nombre de colonnes de A soit le nombre de lignes de B, chacun découpé en
morceaux, P1, P2 jusqu'à PS. Bon, voilà pour ce petit paragraphe sur les calculs par bloc dans les matrices. On attaque le rang. Paragraphe 5, donc, rang d'une matrice est d'abord 5.1, définition, et je vais mettre dans la définition juste après les premières propriétés, disons, évidentes découlant de cette définition. Alors, quelques notations. D'abord, on prend une matrice grand A dans MNP, toujours pareil, hein, N et P des entiers, au moins égaux à 1. On a taille J ses coefficients, 1 plus petit que I plus petit que N, 1 plus petit que J plus petit que P. On utilise les notations usuelles des paragraphes précédents. Pour J appartenant à un P, on pose CJ, c'est A1J, A2J, ANJ, autrement dit, CJ est la Jème colonne de grand A. Vous voyez que CJ est donc une matrice N1 qu'on peut identifier à K exposant N. C'est les mêmes notations qui nous a permis d'écrire la matrice A sous forme concaténée. C1 à côté de C2 à côté de CP. Alors, la définition du rang se trouve ici, hein, hop, il y en a deux, donc soit avec une phrase, le rang de A et le rang de la famille de ces vecteurs colonnes dans Mn1 de K, c'est-à-dire K exposant N1. Depuis le début du chapitre, on identifie les deux. Autrement dit, avec les notations qui sont là, le rang de A, c'est le rang de C1, C2 jusqu'à CP. Le rang de ces vecteurs colonnes comme vecteur de K exposant N, puisque chacun a N composantes, on l'identifie à un N-uplet. Bon, voilà pour la définition. Bon, déjà, il y a une propriété qui vient et qui est évidente. Ah oui, d'abord, qu'est-ce que c'est que le rang? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, et là je laisse un petit peu la classe chercher, ça veut dire dimension de l'espace vectoriel engendré par dimension de l'espace vectoriel engendré par C1, C2 jusqu'à CP. Deux inégalités de base qu'on va écrire tout de suite. Un espace vectoriel engendré par P vecteur ne peut pas être de dimension plus grande que P. Donc le rang est plus petit que P. D'autre part, l'espace vectoriel engendré par C1, C2 jusqu'à CP, il est dans K exposant N, donc il ne peut pas avoir une dimension plus grande que N. Donc le rang d'une matrice est à la fois plus petit que P, son nombre de colonnes, et plus petit que N, son nombre de lignes. On écrit ça tout de suite. J'ai donc écrit la proposition dont je vous parlais, soit A est une matrice NP, j'écris ça sous forme de colonne, C1, CP, chaque colonne ayant n composantes, alors le rang de 1 est plus petit que n, le rang de A est plus petit que P, c'est-à-dire que on peut dire que c'est plus petit que le minimum de n et de P. D'autre part, quand est-ce que rang de A égale n? Eh bien, si et seulement si la famille des colonnes C1, C2 jusqu'à CP est génératrice de K exposant n, et d'autre part, rang de A égale P, si et seulement si cette même famille, la CP, est libre dans K exposant n. Alors, bon, on peut aller très vite, hein, mais j'ai fait des petits rappels. Le rang de A, donc on a dit juste avant, c'est la définition, c'est le rang des vecteurs colonnes C1, C2 jusqu'à CP. Ce qui s'écrit rang de A, tout ça est des rappels. Rang de A, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par C1, C2 jusqu'à CP. J'ai choisi une notation qui va peut-être nous éviter d'écrire cet espace vectoriel engendré trop de fois. Je l'ai appelé IA. Je vous expliquerai juste après pourquoi IA, donc l'espace vectoriel engendré par les colonnes de A. Donc le rang de A, c'est la dimension de IA. Bon, la dimension de IA est plus petite que n, car IA est inclus dans K exposant n, et que la dimension de K exposant n, c'est n. D'autre part, la dimension de IA est plus petite que P, car cette famille-là qui comporte P vecteur est génératrice. J'avais pas la place d'écrire génératrice, j'ai écrit gène. Je l'ai fait 3 fois. Vous verrez juste après. Génératrice de IA, donc vous savez que les bases ont moins d'éléments que les familles génératrices, donc
La dimension de IA, c'est le nombre de vecteurs de l'une de ces bases. Comme on a une famille génératrice à P vecteurs, cette dimension est plus petite que P. Voilà le rang plus petit que minimum de N et de P, car plus petit à la fois que N et P. Deux cas d'égalité à voir. Donc, quand est-ce que dimension de IA égale N? Eh bien, si et seulement si cette inclusion est en fait une égalité. Autrement dit, si et seulement si l'espace vectoriel engendré par C1 jusqu'à CP, IA, c'est tout l'espace K exposant N. Autrement dit, si et seulement si cette famille est génératrice de K exposant N, comme on l'a écrit. D'autre part, dimension de IA égale P, si et seulement si, cette famille qui est déjà génératrice de IA est en fait une base de IA. Mais pour être une base comme elle est déjà génératrice, il lui suffit d'être libre dans K exposant N, d'où la deuxième équivalence là, donnée par la liberté. Alors, on aurait pu réécrire ça très rapidement à partir de là, hein. C'est des propriétés du rang, hein. Le rang d'une famille de vecteurs est plus petit que le nombre de vecteurs, plus petit que l'espace dans lequel, la dimension de l'espace dans lequel se trouvent les vecteurs, et on a des équivalences entre le rang égale P et ça, le rang égale N et la première, hein, pour rang égale N et rang égale P pour la deuxième. Alors, vous voyez qu'avant de passer à la suite, il serait dommage de ne pas utiliser le fait que l'espace vectoriel engendré par C1, C2 jusqu'à CP, c'est l'espace, c'est l'image de l'application canoniquement associée à A. En effet, C1, c'est l'image de 1 et que des 0 par l'application FA, l'application qui est canoniquement associée à A. C'est pour ça que je l'ai appelé IA, parce qu'en fait, ça va être image de F indice A, ou F indice A, et l'application linéaire canoniquement associée à la matrice grand A. Je fais un petit point là-dessus dans le tableau suivant. Comme je vous le disais, on utilise ici l'application linéaire canoniquement associée à A. Alors A, c'est une matrice dans MNP. L'application linéaire canoniquement associée, on l'avait noté FA, elle est linéaire, certes, de K exposant P dans K exposant N. Attention à cette inversion. Quelle est sa définition? À tout vecteur X de K exposant P, toujours pareil, hein, assimilé à une colonne MP1. On associe le vecteur AX dans K exposant N, idem, assimilé à MN1. Hein, ça c'est une vecteur colonne à N composante, ça c'est un vecteur colonne à P composante. Alors, le lien entre le rang de A et le rang de FA, il passe par la base canonique de K exposant P. Je la note E1, E2 jusqu'à EP. Évidemment P vecteur parce que K exposant P est de dimension P. Qu'est-ce que c'est que E1? Bien sûr, le vecteur avec un 1 et que des 0, le E2 avec 0, 1 et que des 0, etc. Alors, pour tout J appartenant à 1P, regardez, hein, on obtient C1 comme FA de E1. En effet, la première colonne de A, c'est A multiplié par 1 et que des 0. La deuxième colonne de A, c'est A multiplié par 0, 1 et que des 0. De même, la j'ième colonne de A, c'est A multiplié par EJ, c'est-à-dire FA de EJ. Avec ces notations, on peut écrire A sous forme concaténée, donc avec ces colonnes-là, FA de 1, FA de 2, FA de EP. Et en utilisant la notation précédente, IA, l'espace vectoriel engendré par C1, C2 jusqu'à CP, hein, c'est donc l'espace vectoriel engendré par FA de E1 jusqu'à FA de EP. Mais comme E1 jusqu'à EP est une base de l'espace de départ, qui a exposant P, IA, donc l'espace vectoriel engendré par les colonnes de A, c'est l'image de son application canoniquement associée. Alors, si on prend les dimensions de chaque côté, hein, la dimension de IA, la dimension IA c'est l'espace, je répète, hein, l'espace vectoriel engendré par les colonnes, c'est la dimension de l'image de FA, c'est-à-dire que le rang de A, c'est le rang de F indice A, puisque dimension de IA, c'est rang de A, et dimension de l'image de FA, c'est le rang de FA. Alors bien sûr, le rang de A est plus petit que N et plus petit que P. Quand est-ce qu'il vaut N? Si et seulement si la famille FA de 1 jusqu'à FA de P est génératrice de K exposant N, hein, on a dit. Ça, c'est les colonnes, je rappelle. Bon, mais ça a lieu si et seulement si FA est surjective.
Et quand est-ce que le rang vaut P? Si et seulement si la famille des colonnes de A, c'est-à-dire la famille de vecteurs FA de E1 jusqu'à FA de EP, est libre, mais comme E1 jusqu'à EP est une base, ça a lieu si et seulement si FA est injective. Voilà ce que je voulais vous donner comme information liant le rang de A avec le rang de son application linéaire canoniquement associée. Alors après ce point 5.1 que j'ai largement développé par rapport au poly, passons au point 5.2 qui fait le lien entre le rang d'une famille de vecteurs et le rang d'une matrice. Considérons un K-espace vectoriel grand E dont la dimension est n, n appartenant à n étoile bien sûr. Hop. Et donc on prend une base de bêta que j'ai appelée E1, E2 jusqu'à En. La proposition suivante résume la situation. Si on prend une famille U1, U2 jusqu'à UP de P vecteurs de E, bon je l'ai appelé grand F, et bon j'ai dit qu'elle était dans E exposant P, c'est-à-dire que chacun des vecteurs UJ est un vecteur de E, alors le rang de cette famille, c'est le rang de la matrice de cette famille dans la base bêta. Un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la matrice de la famille F dans la base bêta? C'est en colonne, comme ça, côte à côte, concaténé. La matrice dans la base bêta, ça veut dire la matrice colonne des coordonnées de U1 dans E1, E2 jusqu'à En. On peut écrire mat bêta de U1, mais vous savez que quand il n'y a qu'un vecteur, j'ai tendance à écrire m bêta de U1. De même ici, on peut écrire mat bêta de U2, et j'ai tendance à écrire m bêta de U2. Le dernier, c'est m bêta de UP. Je donne les notations pour tout J appartenant à n. M bêta de UJ, c'est lambda 1, J, lambda 2, J, lambda NJ. Alors, soit appartenant à K exposant n, soit vu comme une matrice colonne, c'est-à-dire dans Mn1 de K. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les coefficients qui sont là sont ceux de la décomposition de UJ sur la base EI. C'est les coordonnées de UJ sur la base bêta. Autrement dit, pour tout J, UJ, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N des lambda IJ EI. Vous voyez que c'est le I qui varie ici. Alors bon, le polycopier fait la preuve directement en utilisant un isomorphisme. J'ai préféré faire un lemme pour clarifier la situation, soit E', un autre K-espace vectoriel de même dimension que E. Et phi, une application linéaire de grand E dans grand E', un isomorphisme. Alors vous voyez tout de suite pourquoi j'ai pris la même dimension. Parce que si on veut qu'un tel isomorphisme existe, isomorphisme, je rappelle que c'est linéaire et bijectif. Si on veut qu'un tel isomorphisme existe, donc, je disais, il faut que la dimension de E et la dimension de E' soient les mêmes. Alors, l'idée, c'est quelque chose qu'on a déjà plus ou moins vu. Le rang d'une famille de vecteurs ne change pas quand on applique à ces vecteurs un isomorphisme. Le rang de U1, U2 jusqu'à UP, c'est le rang de phi de U1, phi de U2 jusqu'à phi de UP. Alors, on va démontrer ce lemme et on l'utilisera pour démontrer la proposition en prenant comme application phi l'application M dans la base bêta. Donnons d'abord la preuve du lemme. On rappelle que le rang des vecteurs U1, U2 jusqu'à UP, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs. Je l'appelle grand F, donc je pose grand F, l'espace vectoriel engendré par U1, U2 jusqu'à UP. Le rang des vect'eurs U1 et UP, c'est la dimension de F. Et vous voyez, F est inclus comme un sous-espace vectoriel dans grand E. Alors on pose F', l'espace vectoriel engendré par phi de U1, phi de U2 jusqu'à phi de UP, où phi est l'isomorphisme que l'on vient de choisir entre E et E'. Alors ce F', lui, il est inclus dans E' comme un sous-espace vectoriel. Bien sûr, parce que c'est un espace vectoriel engendré. On sait, parce qu'on l'a vu, que l'espace phi de f, donc l'image directe par phi de grand F, bon, c'est l'image de l'espace vectoriel engendré par les UI, c'est donc l'espace vectoriel engendré par les phi de U1, U2 jusqu'à UP. Ça, c'est parce que phi est linéaire, donc l'image directe de phi de grand F par phi, c'est f'. Donc on peut définir l'application phi chapeau qui va de grand F dans grand F',
qui n'est pas tout à fait la restriction de phi à grand F, mais aussi sa co-restriction à un grand F'. Alors, elle est bien définie, bien sûr. Pourquoi? Parce que justement, tout élément de F arrive dans F'. De plus, au lieu d'une simple inclusion ici, là, on a une égalité. Donc, elle est bien définie à cause de l'inclusion. Et à cause de l'égalité, elle est surjective. Tous les vecteurs de grand F' sont un f de petit x où x est dans grand F. Elle est donc, cette application phi chapeau, surjective. D'autre part, vous voyez, son procédé c'est phi, et phi est injective, donc phi chapeau l'est aussi. On va penser que si phi de x1 égale phi de x2, alors x1 égale x2. Donc si phi chapeau de x1 égale phi chapeau de x2, on a bien x1 égale x2, ce qui assure l'injectivité. Voilà donc une application qui est bien définie d'une part, surjective et injective, c'est donc un isomorphisme. Elle est donc bijective, c'est ça qu'il faut comprendre, elle reste linéaire, c'est un isomorphisme. Alors on a vu que quand deux espaces vectoriels, en l'occurrence ici des sous-espaces vectoriels, mais ce sont des espaces vectoriels, sont isomorphes, alors ils ont la même dimension, donc dimension de f égale dimension de f', c'est-à-dire dimension de l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UP, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par phi de U1 jusqu'à phi de UP. Oui, mais ça, c'est le rang de U1 jusqu'à UP. Quand l'autre dimension, c'est le rang de phi de U1 jusqu'à phi de UP. Voilà, alors j'ai détaillé cette preuve. Bon, on pourrait la faire un peu plus rapidement en disant que les isomorphismes conservent la dimension. Preuve du théorème, maintenant, à l'aide du lemme. Alors, je vous l'ai dit, on va prendre en fait la réciproque de l'application qui est utilisée dans le polycopier. J'en dirai un mot juste après. Je l'appelle M indice bêta, elle va de E dans K exposant N, ou MN1 de K, puisque depuis le début du cours, on assimile ces deux ensembles. Un vecteur X, elle associe sa matrice dans la base bêta de X. Je vous rappelle que ça, c'est la colonne des coordonnées de X sur les vecteurs E1, E2 jusqu'à En, qui forment la base bêta. Alors, on l'a vu dans un cours précédent, M indice bêta, cette application est un isomorphisme. Donc on va pouvoir utiliser le lemme pour démontrer le théorème ou la proposition que je viens d'énoncer. Poursuivons notre preuve avec ce choix de phi. D'après le lemme, on va appliquer ça au rang de U1, U2 jusqu'à UP. On peut appliquer à chaque vecteur un isomorphisme. Ici, on applique l'isomorphisme M indice bêta. Donc c'est le rang de M bêta de U1, M bêta de U2 jusqu'à M bêta de UP. Mais qu'est-ce que c'est M bêta de U1 C'est une colonne, C1, dans Mn1 de K, ou dans K exposant N. Mais c'est la première colonne de la matrice dans la base bêta de U1. Écrire la matrice dans la base bêta de U1 jusqu'à UP, c'est bien écrire en première colonne la matrice dans la base bêta de U2, en deuxième colonne la matrice dans la base bêta de U2, et en pème colonne la matrice dans la base bêta de UP. Autrement dit, ce rang ici qui vaut celui-là, c'est le rang des colonnes C1, C2 jusqu'à CP, où ces colonnes sont justement les colonnes de la matrice dans la base bêta de U1 jusqu'à U2. Mais le rang des colonnes, c'est le rang de la matrice. Autrement dit, rang de U1 jusqu'à UP, c'est rang de math dans la base bêta de U1, U2 jusqu'à UP. La matrice, le rang d'une famille de vecteurs, c'est le rang de la matrice de cette famille sur une base. Une remarque, deux remarques. Une remarque sur le fait que ce rang ne dépend pas de la base bêta choisie. Ici, dès que vous changez de base, vous changez évidemment tous les coordonnées des vecteurs sur cette base. Donc vous risquez de changer la matrice, bien sûr. Mais en revanche, toutes ces matrices auront la même base. Remarquez que la matrice d'une famille de vecteurs aura le même rang, quelle que soit la base que l'on choisira. Et ce rang, c'est le rang de la famille de vecteurs, qui est bien sûr indépendant de bêta.
Voilà pour la première remarque, l'indépendance par le choix de bêta. La deuxième, c'est que dans le polycopié, la preuve n'est pas faite tout à fait pareil. Ici, il y a toujours un isomorphisme phi qu'on applique au vecteur U sans changement du rang, mais c'est la réciproque de ce que nous, on a appelé M indice bêta. Bon, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre, ça marche. Voilà pour ce point. Alors, donc à retenir du premier point, le rang d'une famille de vecteurs, c'est le rang de la matrice de cette famille dans une base, quelle que soit la base de l'espace vectoriel E choisi. E est l'espace où vivent, entre guillemets, les vecteurs U. 5.3 maintenant, le paragraphe fait un lien entre le rang d'une application linéaire et le rang d'une matrice que l'on vient de définir. Alors il faut là changer un petit peu de notation. On va prendre les notations qu'on a utilisées au moment du cours sur le changement de base. On prend grand E et grand F, deux cas espaces vectoriels de dimension finie. On pose, pour des problèmes de cohérence avec le format de la matrice finale, dimension de E égale P, et dimension de F égale N. Autrement dit, si on veut choisir des bases au départ et à l'arrivée, on prend une base bêta égale E1, E2 jusqu'à EP, une base de grand E, et à l'arrivée, une base que j'ai appelée gamma égale F1, F2 jusqu'à Fn, une base de grand F. E éléments dans la première base puisque dimension de E égale P, N éléments dans la deuxième base puisque dimension de F égale N. Voilà, donc avec ces notations, on va pouvoir énoncer le théorème qui tient dans la proposition suivante. Le rang d'une application linéaire de E dans F est égal au rang de n'importe laquelle de ces matrices une fois choisi bêta au départ et gamma à l'arrivée comme base. On va écrire ça et le démontrer. J'ai donc écrit la propriété annoncée pour toute application linéaire phi de grand E dans grand F. On a rang de phi égale rang de la matrice de phi sur une base bêta de E choisie au départ et gamma de F choisie à l'arrivée. Donc vous voyez que le rang d'une application, c'est le rang de toutes ces matrices. Une de ces matrices, mais en fait toutes ces matrices, quel que soit le choix de bêta, la base de départ, et de gamma, la base d'arrivée. Un petit rappel sur ce que c'est cette matrice-là. La matrice de... Alors je l'ai appelée M, mais on va plutôt l'appeler mat, comme prévu. Mat dans la base bêta au départ et gamma est l'arrivée de phi. C'est alors une matrice que j'ai appelons la A, dont les coefficients sont A et J. Alors avec notre choix de dimension, c'est-à-dire P au départ et N à l'arrivée. Vous savez que cette matrice, elle est de format NP. En particulier, donc I varie entre 1 et N, J varie entre 1 et P, et elle est construite comment? Sa Jème colonne, c'est les coordonnées de phi de EJ sur la base des FI. Pour tout J appartenant à 1P, phi de EJ, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N. Ici, J est fixe et I décrit 1N de AIJ FI. On peut dire aussi, plus géométriquement, que sa Jème colonne, hein, j'appelle CJ la Jème colonne de grand A, c'est donc A1J, A2J jusqu'à ANJ. C'est la matrice de phi de EJ. Alors, vous voyez, c'est la matrice de phi de J, mais dans quelle base? Dans la base gamma, choisie à l'arrivée. Ici, c'est bien gamma, hein. Les EJ sont dans grand E, les phi de EJ sont dans grand F, et on exprime ici matrice dans la base gamma de phi de EJ. Une remarque importante, donc, je viens de le dire, vous le voyez, à gauche, ça ne dépend ni de bêta, ni de gamma, alors que là, oui. Donc, le rang de la matrice dans la base bêta au départ et gamma de F ne dépend pas du choix des bases bêta de E et gamma de grand F. On dit que le rang est un invariant par changement de... Le rang d'une matrice d'application linéaire est un invariant par changement de base. Vous pouvez changer de base au départ, changer de base à l'arrivée, la matrice va changer, mais pas son rang. La preuve, faisons la preuve. Donc le rang de phi quand même, un petit rappel, hein. Deuxième rappel, le rang de phi c'est la dimension de l'image de phi. Ça il faut évidemment le savoir. Et d'autre part, on sait bien, puisque E1 jusqu'à EP forme une base de grand E, l'image de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par phi de E1, phi de E2 jusqu'à phi de EP. Donc le rang de phi, c'est le rang de l'espace vectoriel engendré par, c'est-à-dire le rang des vecteurs.
la dimension de l'espace vectoriel engendré par phi de E1 jusqu'à phi de EP, c'est donc le rang des vecteurs phi de E1 jusqu'à phi de EP. Mais avec notre lemme, vous voyez que ce rang est inchangé si à chaque vecteur, j'associe son image par un isomorphisme. Alors c'est ce que je fais ici. Au lieu d'écrire phi de 1, j'écris m gamma de phi de 1. Vous voyez que tout de suite, ça c'est une famille de vecteurs de grand F. Et là, on arrive, alors c'est un peu plus long à écrire, hein, mais j'ai mis matrice pour qu'on repère bien les colonnes, matrice dans la base gamma de phi de 1. Là, il y avait phi de E2, je mets matrice dans la base gamma de phi de E2. Là, il y a phi de EP, je mets matrice dans la base gamma de phi de EP. Bon, ici, on avait une famille de vecteurs de grand F, alors que là, on a une famille de vecteurs, alors soit de K exposant n, soit de mn1 de K. Mais qu'est-ce que c'est que cette je ne sais pas si vous le voyez là, ça c'est égal au rang, donc rang de phi égale rang de, je vais le mettre à la fin, hein. Ça c'est le rang de C1, C2, jusqu'à CP, ici, ce rang de phi. Et donc ça c'est le rang de quoi? C'est le rang de A, avec nos notations, C1. Et donc c'est le rang de matrice dans la base bêta au départ et gamma à l'arrivée de phi. Voilà. Vous voyez que le rang, finalement, les différentes exceptions du mot rang se trouvent ici liées. On disait rang d'une famille de vecteurs, mais on peut dire du coup rang de la matrice de cette famille dans une base. On disait rang d'une application linéaire. On peut dire rang de la matrice de cette application linéaire une fois choisi des bases au départ et à l'arrivée. Alors, une application de la propriété que l'on vient de voir à un cas particulier va nous permettre de retrouver le lien qui existe entre le rang d'une matrice et le rang de son application linéaire canoniquement associée. En effet, qu'est-ce que c'est que FA? Bon, si A est une matrice NP, FA c'est une application linéaire qui va de Kp dans Kn et Kx associe AX. Donc, dans la première colonne de sa matrice relativement aux bases canoniques de Kp et Kn, on met A fois le premier vecteur colonne de la base canonique de Kp. Donc, A fois 1 et que des zéros. Et vous voyez que ça donne la première colonne de A. Idem pour la deuxième, idem pour la PM. Autrement dit, A est la matrice de son application canoniquement associée, hein, relativement aux bases canoniques. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, FA. C'est que la matrice de FA, c'est A, si on choisit les bases canoniques au départ et à l'arrivée. Mais enfin, les bases canoniques, ce sont des bases. Donc ça, c'est vrai. Et on retrouve la propriété qu'on a donnée un peu plus tôt dans le cours. Alors, des propositions maintenant, en utilisant cette remarque. Pour A et B, deux matrices de format NP, et lambda dans K étoile. Attention, ici, j'ai pris lambda différent de 0, hein, pour simplifier l'écriture de la proposition. D'abord, le rang d'une somme de matrices, rang de A plus B, c'est plus petit que la somme des rangs. Rang de A plus rang de B. Il n'y a pas d'égalité. Il y a juste une inégalité pour le rang d'une somme. En revanche, quand on multiplie par un scalaire, donc le rang de lambda A, si ce scalaire n'est pas nul, le rang ne change pas. Donc le rang de lambda A, c'est le rang de A. Une petite remarque, si lambda égale 0, on peut dire que lambda fois A, c'est la matrice nulle. Alors de format NP, hein, 0 NP, et évidemment ces colonnes étant toutes nulles, par définition, le rang de ces vecteurs colonnes, c'est 0. La dimension de l'espace vectoriel engendré par que des vecteurs nuls, vous savez que c'est 0, par convention. Donc finalement ça, on aurait pu donner un cas particulier, hein, égale 0 si lambda égale 0, ce qui est fait dans le polycopier, là je l'ai fait pour lambda différent de 0. Alors, pourquoi je vous dis que c'est la remarque précédente qui permet de conclure? Eh bien, par exemple, vous savez que l'image de FA plus FB est inclus dans l'image de FA plus au sens, alors attention, hein, ce plus au sens de la somme d'une application linéaire et ce plus au sens de la somme de deux sous-espaces vectoriels. Image de FB. Donc, la dimension de ça là, est plus petite que la dimension de ça. Donc, en passant aux dimensions, donc le rang
dimension de l'image, hein, c'est rang de FA plus FB est inférieur à rang de FA plus rang de FB, puisque vous savez que le rang de FA plus rang de FB. Alors pourquoi? Parce que, bon, ça c'est l'image de ça, la dimension d'une somme c'est plus petite que la somme des dimensions. Vous savez, hein, dimension de ça plus ça, c'est dimension de ça plus dimension de ça, moins dimension de l'intersection. Mais donc c'est plus petit que la somme des dimensions. Donc la dimension de l'image de FA plus FB est plus petit que la dimension de l'image de FA plus la dimension de l'image de FB. Oui, mais ça, d'après ma remarque, c'est le rang de la matrice A plus B. Ça, c'est le rang de la matrice A. Et ça, c'est le rang de la matrice B, d'où l'inégalité. J'ai appliqué la propriété qui dit que FA plus FB, c'est l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A plus B. Hein, tout simplement parce que A plus B de X, c'est AX plus BX. Alors, pour 2, vous voyez qu'il y a deux façons de faire. Soit on dit que comme lambda n'est pas nul, l'image par l'espace vecteur à l'image de lambda FA, c'est le même que celui de FA. Et on passe aux dimensions. Ça fait rang de lambda FA égale rang de FA. Mais rang de lambda FA, c'est rang de FA. Hein, ici, je vous le mets quand même. FA plus B égale FA plus FB. Et F indice lambda A, c'est lambda FA. Donc on peut faire comme ça, dire que les images par FA et lambda FA sont les mêmes, puis passer aux dimensions, ou bien revenir peut-être à la définition en disant que A c'est colonne 1, colonne 2, colonne P, comme ça, concaténé. Et donc lambda A c'est colonne lambda C1, lambda C2, lambda CP. Et donc le rang de lambda A, c'est le rang de la famille de vecteurs. Donc lambda C1, lambda C2, lambda CP, oui, mais ça c'est, vous savez, hein, il y a des opérations élémentaires, notamment la multiplication par un scalaire non nul qui ne change pas le rang. Et ça c'est le rang donc de C1, C2 jusqu'à CP, qui par définition est le rang de A. Alors voilà pour ces opérations concernant le rang et la somme, le rang et la multiplication par un scalaire. Le prochain tableau, bien sûr, concerne les propriétés du rang concernant le produit. Que peut-on dire du rang de A fois B? La propriété en question, la voici, soit A dans MNP de K, donc de format MP, B dans MPQ de K, de format PQ. Vous voyez que là, les formats sont compatibles pour faire le produit matriciel. Hein. On peut faire le produit AB et on obtiendra une matrice NQ. Alors, le rang de AB est plus petit que le rang de A. Et rang de AB est plus petit que rang de B, c'est-à-dire qu'on peut écrire rang de AB, c'est plus petit que minimum de rang de A et de rang de B. Un entier est plus petit que le minimum des deux autres, si et seulement si, il est plus petit que les deux, hein, puisque minimum c'est le plus petit des deux. Alors, j'en profite pour donner deux autres propositions. Si la matrice P est carré inversible de format PP. Alors, on peut faire AP. D'accord? Le produit AP existe puisque P a P ligne alors que A a P colonne. Donc le produit AP existe. Mais donc ici P non seulement a P colonne mais a P ligne, autrement dit elle est carrée, mais en plus elle est inversible. Hein. Je vous rappelle que GLP de K, c'est l'ensemble de toutes les matrices PP inversible. PP pour le format inversible. Il existe une matrice inverse qui multipliée soit à gauche soit à droite par P fait I indice P. Alors l'idée c'est que dans ce cas-là, le rang ne change pas. La multiplication à droite par une carrée inversible ne change pas le rang. Le rang de 1. De même, 3 s'exprime ainsi, la multiplication à gauche par une matrice carrée inversible ne change pas le rang. Idem pour Q. Hein. Q est inversible. Autrement dit, si Q est dans GLN de K, cette fois une matrice NN pour le format, inversible, le rang de QA, c'est encore le rang de 1. Donc, hop,
L'idée de la preuve, c'est d'utiliser les applications linéaires canoniquement associées et ce que l'on sait du rang d'une composée. Alors ça, c'est dans le chapitre sur les applications linéaires. Hein. Le rang d'une composée est plus petit que chacun des rangs. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que rang de AB? Toujours pareil, hein. Rang de AB, c'est rang de FAB. Si vous voulez, je peux ici détailler le calcul. Hop, en disant que c'est rang de l'application linéaire canoniquement associée à AB, mais que celle-ci, c'est l'application linéaire associée à A, rond l'application linéaire associée à B, pardon. Or, on a, oui, juste une remarque sur rond, hein. L'application canoniquement associée à B, vous voyez, elle va de KQ dans KP, puis on lui applique F qui va de KP dans KN. On obtient une application ici qui va de KQ dans KN. Or, on a rang d'une composée est plus petit que chacun des rangs. Connu pour les applications linéaires, bon, bah, applicable aux matrices. Donc, plus petit que rang de FA et le rang de FA rond FB, FA rang 2, pardon, excusez-moi, rang 2, FA rond FB, le rang d'une composée est plus petit que chacun des rangs. Bon, regardez ici, une fois que j'ai ça, on passe à des applications linéaires canoniquement associées aux matrices. Donc ici, ça fait rang de AB est plus petit que, ça c'est le rang de B, et ça c'est le rang de A. Alors, il y a un corollaire, enfin plutôt oui, une deuxième chose que l'on sait hein, sur les rangs d'une composée, c'est que quand on compose par un isomorphisme, on ne change pas le rang. Or ici, j'appelle F indice P l'application canoniquement associée à P et F indice Q l'application canoniquement associée à Q. Eh bien, regardez ici F indice P et F indice P appartient à GL de KP, c'est-à-dire G. C'est une matrice, c'est un isomorphisme, même un automorphisme si vous voulez. C'est un automorphisme de K exposant P. Donc, le rang de FAP, c'est le rang de FA rond FP. FP, mais dans ces cas-là, on sait que c'est le rang de F1. Alors, là aussi, on passe aux matrices en disant que ça, c'est le rang de F indice AP, donc c'est le rang de AP. Et ça, c'est le rang de A. Donc le rang de AP égale le rang de A. Troisièmement, cette fois, c'est F indice Q qui est un automorphisme de K exposant N. Donc, le rang de F, alors ici c'est FQ rang FA, c'est le rang de FA. Là encore, ça c'est le rang de la matrice QA. Hop. Et ça c'est le rang de la matrice A. Donc rang de QA égale rang de A. Donc à retenir, on savait déjà que le rang d'une composée est plus petit que chacun des rangs. Donc sur les matrices, ça donne le rang d'un produit est plus petit que chacun des rangs. D'autre part, quand l'une des applications par lesquelles on compose soit à gauche soit à droite est un isomorphisme, est bijective, eh bien, on ne change pas le rang. Ici, c'est plus que des isomorphismes, c'est des automorphismes, hein, puisque ici, ça va de Kp dans Kp et de Kn dans Kn. Néanmoins, donc la multiplication soit à droite, soit à gauche d'une matrice par une carré inversible ne change pas son rang. Alors, vous voyez qu'un des corollaires sera le fait qu'on retrouve comme ça l'invariance du rang par changement de base, parce que la formule de changement de base, c'est remplacer A par Q-1 AP, où Q-1 et P sont des matrices carrées inversibles. Donc vous voyez que la nouvelle matrice après changement de base aura le même rang que la matrice avant changement de base. J'écris ça,
et on l'interprète en termes de matrice équivalente. J'ai écrit la conséquence en question, une conséquence qui concerne l'invariance du rang de la matrice d'une application linéaire par changement de base. Alors, je reprends les notations usuelles, soit phi, une application linéaire de grand E dans grand F, on prend dimension de E égale P, bêta et bêta prime, deux bases de E, deux bases au départ, si l'on veut, la dimension de grand F égale N, gamma et gamma prime, deux bases de grand F, donc à l'arrivée. On pose, comme d'habitude, enfin comme dans le cours, sur le changement de base, grand 1 égale matrice de phi, avec relativement aux bases bêta au départ, gamma à l'arrivée. On appelle A' la matrice de phi relativement aux bases bêta' au départ et gamma' à l'arrivée. Alors, vous savez qu'on a A' égale Q-1 AP. Ça c'est ce qu'on appelle la formule de changement de base. Formule de changement de base. Alors, encore faut-il savoir ce dont on parle. Qui sont les matrices P et Q qui apparaissent dans cette formule? Alors, à droite, la matrice de changement de base au départ, c'est-à-dire la matrice de passage de la base bêta vers la base bêta'. Elle est inversible et elle est de format PP, donc GLP de K. À gauche, Q c'est la matrice, alors Q1 et pas Q-1, Q-1 c'est la réciproque de Q, et Q c'est la matrice de passage de gamma vers gamma'. Elle aussi est inversible, mais cette fois de format NN. Alors, bon, tout à l'heure dans la formule c'était Q, ici c'est Q-1, si Q est inversible, Q-1 l'est aussi, hein, et son inverse d'ailleurs c'est Q. Autrement dit, ça c'est une carré inversible. Q indice exposant -1, là c'est une matrice carré inversible. P aussi. Donc le rang de A', d'abord parce que P est inversible, c'est le rang de Q-1A. Puis ensuite, comme Q-1 est inversible, c'est le rang de A. Donc vous voyez que le rang de A', c'est le rang de A. Ce que l'on savait déjà. Pourquoi on le savait déjà? Parce que c'est le rang de phi. Et phi est indépendante du choix des bases, donc de la matrice A ou A'. A et A' sont les deux matrices de la même application linéaire phi. Donc on savait déjà qu'elles avaient le même rang, mais ça montre, à l'aide de la propriété précédente, que la formule de changement de base traduit bien le fait que le rang ne change pas. Alors, une remarque, c'est que cette égalité, là, A' égale Q-1 AP, on l'avait écrit, A' est équivalente à A. Je vous rappelle que deux matrices équivalentes sont d'une part la matrice A et une matrice B de même format, telle que B c'est Q-1 AP, où justement Q est dans GLN de K, donc NN inversible, et P est dans GLP de K, PP inversible. Alors, en utilisant la même technique, le rang de B c'est le rang de A. Donc deux matrices équivalentes ont le même rang. Deux matrices équivalentes ont le même rang. Alors on verra un peu plus tard qu'il y a la réciproque est exacte, la réciproque est exacte, deux matrices de même rang sont équivalentes, mais pour cela il faut qu'on passe par une propriété qui caractérise le rang à l'aide d'une matrice bien particulière. Cette caractérisation, donc, du rang d'une matrice constitue le point 5,4. Elle utilise une matrice particulière que je vais vous décrire tout de suite. Alors, pour cela, on prend N et P, comme jusqu'à présent, dans N étoiles, et on prend R, un entier, lui aussi au moins égal à 1, qui soit à la fois plus petit que N et plus petit que P. C'est-à-dire qu'il est plus petit que le minimum de N et P. Pourquoi? Pour qu'il puisse jouer le rôle du rang d'une matrice NP. Le rang d'une matrice de format NP, c'est à la fois plus petit que N et plus petit que P. Donc il est possible que le rang d'une matrice NP soit R, et on va voir à quelles conditions. Pour cela, donc, on introduit la matrice que j'appelle JNPR, le poly l'appelle que JR, j'ai préféré rajouter N et P pour faire penser à son format. C'est une matrice qui, comme celle que nous manipulons depuis le début, est de format NP, c'est-à-dire N ligne, P colonne. Alors,
regardez à quoi elle ressemble, et c'est là que la décomposition par bloc va nous servir. On met d'abord des 1 en diagonale, autant qu'on le peut, R1 exactement, ici, là. Alors attention, la matrice n'est pas forcément carrée, donc elle n'a pas vraiment une diagonale. Mais ici, on met R1 côte à côte, là, l'un en dessous de l'autre comme des pivots sur le début de la diagonale. Ça, c'est la matrice IR, puisque au-dessus et en dessous, il n'y a que des zéros. Alors, tous les autres blocs sont nuls, sont remplis de zéros. Ici, c'est le bloc IN-R. Je n'avais pas écrit de l'écrire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait n lignes. Là, il y en a R, donc ici, il faut qu'il y en ait N-R. Ici, il y a R colonne, donc il faut qu'il y ait aussi R colonne ici. Là, en revanche, il faut P-R colonne. Et ici, N-R ligne toujours. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est la matrice qui a R1 sur le début de sa diagonale et des zéros partout ailleurs. Alors pourquoi cette matrice est intéressante? Parce qu'il est clair que ces R premières colonnes sont linéairement indépendantes. D'accord? Et toutes les autres sont nulles. Autrement dit, parce que je ne sais pas si je pense que j'aurais peut-être dû le dire de façon plus claire avant, le rang d'une matrice, c'est le nombre de ces colonnes linéairement indépendantes. Ça, c'est vraiment important, hein, puisque c'est le rang des vecteurs colonnes. Le rang, c'est le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants à l'intérieur de ceci. Hein. J'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais maintenant je le dis. Hein. Le rang d'une matrice, c'est le nombre de colonnes linéairement indépendantes de cette matrice. Donc, il est clair, en tout cas à peu près, je le pense, que pour JNPR, ce nombre, c'est R. Ce sont les R premières colonnes. Hein, on peut voir aussi que le système ici, il est échelonné. Donc, devant R, attention, en un système, on verra ça plus tard, mais il est à peu près clair ici que les R premières colonnes sont linéairement indépendantes et toutes les autres nulles. Donc, la dimension de l'espace vectoriel engendré par les colonnes, c'est R. Et le rang de JNPR, c'est R. Alors, la proposition suivante, hop, donne le lien, enfin l'équivalence que je vous annonçais. Hop, soit A une matrice NP, il est possible que son rang soit R. À quel cas c'est vrai? Dans quel cas le rang de A c'est R? Eh bien, si et seulement si, il existe deux matrices carrées inversibles, une que j'ai appelée U, de format PP, autrement dit dans GLP de K, et une autre que j'ai appelée V, autrement dit de format NN, inversible, donc dans GLN de K, telle que A c'est V, JNPR, U. Autrement dit, si on peut passer, regardez, hein, vous voyez, si on peut décomposer A comme carré inversible, JNPR fois carré inversible. La première carré inversible, pour que des raisons de format, doit être NN, et la deuxième, hein, U, doit être PP. Alors, une remarque aussi, très souvent, au lieu de U et de V, on écrit P et Q-1. Pour ça, il suffit de poser Q égale V-1, comme Q... V est inversible, V-1 aussi, donc cette matrice ici, elle est aussi dans GLN de Q, et P égale U. Alors on a rang de A égale R, si et seulement si, A égale Q-1, JNPR, P, hein, si et seulement si, A est équivalente à JNPR. Ici ça s'écrit A égale Q-1, JNPR fois P. Autrement dit, on pourra retenir que rang de A égale R si et seulement si A est équivalente à la matrice JNPR. Alors, faisons la preuve, en tout cas, d'une des implications. Supposons que A est équivalente à JNPR, donc quitte à changer de notation, on a A égale V, JNPR, U, où U et V sont carrés inversibles. Mais ça, on l'a déjà fait. On sait que multiplier à droite et à gauche une matrice par une matrice carré inversible ne change pas son rang. Donc si A c'est carré inversible fois JNPR fois carré inversible, alors rang de A c'est le rang de JNPR. On peut le faire en deux étapes. Hein. D'abord le rang de V JNPR, puis après le rang de JNPR. Puisque la multiplication ni par U ni par V ne change le rang. Or, on l'a vu en début, en introduction, il est clair que le rang de JNPR c'est R. Donc rang de A égale R. Donc le rang de A égale R. Alors, il reste le plus délicat, c'est-à-dire de supposer que A est une matrice NP de rang R et de montrer qu'elle
elle est équivalente à JPNR. NPA, pardon. On fait ça tout de suite. Voyons maintenant la réciproque. On suppose que le rang de A est R. Hop. Et on veut montrer que A est de la forme V, JNPR fois U, où V et U sont des matrices carrées inversibles. Alors d'abord, on sait que le rang de A, c'est aussi le rang de son application canoniquement associée. Donc le rang de FA avec nos notations. Je rappelle que FA est linéaire de K exposant P dans K exposant N. Alors on va lui appliquer le théorème du rang à cette application linéaire. Ça donne dimension du noyau égale dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire P, ici c'est K exposant P, l'espace de départ, moins dimension de l'image, c'est-à-dire rang. Dimension de l'espace de départ moins rang, c'est-à-dire P moins R. Alors, on suppose ici que R est strictement positif, c'est-à-dire que le noyau n'est pas complètement l'espace K exposant P. Je ferai rapidement à la fin un petit complément sur ce cas. Donc ici, le noyau contient au moins un vecteur non nul. Dans ces cas-là, on va considérer une base de ce noyau. Alors, pour que les notations soient compatibles, regardez, je l'ai appelé U indice R plus 1 jusqu'à UP, une base de ce noyau. Vous voyez qu'il en manque R avant pour aller jusqu'à P. Donc là, on a bien P moins R vecteur. Alors, c'est une base du noyau. Donc, c'est une famille libre. Et si c'est une famille libre à l'intérieur de K exposant P, je peux la compléter en une base. Donc là, il y aura au moins un vecteur, puisque R est strictement positif. Là, on rajoute au moins un U devant pour former une base de K exposant P. Disons U1 jusqu'à UR, ce qu'on rajoute, et U indice R plus 1 jusqu'à UP, ce qui forme une base du noyau. Alors, pourquoi j'ai fait ça? D'une part, pour m'approcher d'une base dans laquelle je vais écrire la matrice de FA, en fait. Mais, il nous faut, ça c'est une base de départ. Maintenant, il nous faut une base à l'arrivée. Alors, on sait que là, on est dans un cas bien particulier quand on a une base comme ça de l'espace de départ. L'espace vectoriel engendré par ces vecteurs et celui engendré par celui-là sont supplémentaires. C'est-à-dire que l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UR est un supplémentaire du noyau de FA, puisque l'espace vectoriel engendré par UR plus 1 jusqu'à UP, c'est le noyau de FA, supplémentaire dans K exposant P. Alors, le théorème sur le supplémentaire d'un noyau est important, vous le savez, on sait dans ces cas-là que ça, là, est isomorphe à l'image de F1. L'image de FA, c'est l'espace vectoriel engendré par, comme ça est une base, FA de U1, FA de UR, plus, virgule, FA de UR plus 1, FA de UP. Les derniers ne servent à rien, puisque FA de UR plus 1 jusqu'à FA de UP, c'est le vecteur nul. Donc l'image de FA, c'est l'espace vectoriel engendré par FA de U1 jusqu'à FA de UR. Et de plus, ça c'est libre. Ça c'est une famille libre, avec FA de... On va écrire ça. Donc ça c'est libre. Famille libre. En fait, on sait dans ces cas-là que cet espace vectoriel-là et celui-là sont isomorphes. Donc vous voyez que pour qu'ils soient isomorphes, il faut non seulement que cette famille soit génératrice de l'image de F, mais aussi que ce soit une base. Donc une famille libre. Alors si c'est une famille libre, on peut la compléter en une base de K exposant N. Alors d'abord je lui ai donné un nom. J'ai donné un nom à ces vecteurs là. FA de U1, je l'appelle V1. FA de U2, je l'appelle V2. FA de UR, je l'appelle VR. Donc on dispose d'une famille V1, V2 jusqu'à VR, qui est une base de l'image de A, une base de l'image de A, qu'on complète. Alors au besoin, ici parfois on n'en aura pas besoin. L'étoile ici je le mets au besoin. Au besoin. Parce que si l'image de FA c'est tout K exposant N, il n'y a pas besoin de la compléter. S'il y a besoin, on la complète en rajoutant des vecteurs, cette fois après. Donc on en a R dans un espace vectoriel de dimension K, de dimension N. Je vous rappelle que ça c'est des vecteurs de K exposant N. Donc on rajoute ici V indice R plus 1 jusqu'à Vn, des vecteurs de K exposant N. Alors cette fois, on a deux bases. On a une base au départ, qu'on va disons appeler celle-là, là. Hop. Je vais l'appeler la base bêta'. On a une base à l'arrivée que je vais appeler gamma'. Alors pourquoi bêta' et gamma'? C'est parce que
on peut imaginer que bêta et gamma soient des bases canoniques. Bêta, la base canonique de k exposant n, et gamma, la base canonique de, pardon, bêta, une base canonique de k exposant p, et gamma, la base canonique de k exposant n. Ça, en fait, si j'ose dire, ça va être les nouvelles bases. Pourquoi des nouvelles bases? Pourquoi a-t-on construit ces deux bases, donc l'une au départ, l'autre à l'arrivée? Eh bien, regardez comment ça se passe. Si je construis la matrice dans la base bêta prime au départ et gamma prime à l'arrivée de FA, je dois mettre en première colonne les coordonnées sur gamma prime de FA de U1. Mais FA de U1, c'est V1. Donc ces coordonnées, c'est 1, 0 et que des 0. Autrement dit, dans cette matrice-là, en première colonne, il y a un 1 et que des 0. En deuxième colonne, il faut que j'écrive FA de U2 en fonction des vecteurs de la base gamma prime. Mais FA de U2, c'est V2. Donc les coefficients, c'est 0, 1 et que des 0. Autrement dit, dans la deuxième colonne, il y a 0, 1 et que des 0. Et on peut faire ça sur R colonnes. Autrement dit, et après les R colonnes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on doit écrire l'image de U indice R plus 1 dans la base gamma prime. Mais l'image de U indice R plus 1, c'est le vecteur nul. Donc il n'y a que des 0. La R plus unième colonne, elle est pleine de 0. Et toutes les suivantes aussi. Donc là c'est des colonnes avec des 1 sur l'esquisse de la diagonale, puis après des colonnes nulles. Vous l'avez reconnu? C'est JNPR. Voilà, c'est ça l'idée, la matrice, en choisissant bien des bases au départ et à l'arrivée, la matrice de FA, c'est JNPR. Alors, appliquons maintenant la formule de changement de base pour vous montrer que A est semblable à JNPR. Alors, j'appelle P la matrice de passage de ce que j'avais appelé bêta tout à l'heure, c'est-à-dire la base canonique de k exposant P vers bêta prime. J'appelle Q la matrice de passage de ce que j'ai appelé gamma, c'est-à-dire la base canonique de k exposant n vers gamma prime. Alors, vous connaissez la formule de changement de base, c'est une nouvelle base, JNPR égale Q-1, matrice dans la base gamma, gamma prime, mais ça c'est quoi ça? Ici, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Donc ici, je vais écrire P, et là il y a quoi? Il y a la matrice de FA dans les bases canoniques de KP et KN. Mais ça, c'est A. La matrice de FA dans la base canonique de KP et KN, c'est A. Alors, ça y est. Bon, pas tout à fait, mais je vais écrire ça de l'autre côté du tableau. L'idée, elle est là, c'est que quitte à multiplier à gauche par Q et par P-1, j'ai A comme une carrée inversible fois JNPR fois une carrée inversible. Voilà. Alors, j'écris la conclusion et je reviens peut-être au cas où R égale 0. On termine la preuve. Bon, d'abord, j'ai fait la remarque que A est la matrice de F indice là relativement aux bases canoniques de KP et KN, ce qui explique l'utilisation de la formule de changement de base. Formule qui donne JNPR égale Q-1 AP. Donc, je vous le disais, on multiplie à gauche par Q, à droite par P, et ça fait A égale Q JNPR fois P indice moins 1, Q. Alors, on va dire que c'est V. Vous savez que c'est une carrée inversible, hein, donc elle est dans GLN de K. C'est une matrice de changement de base. Hein. Q et Q-1 sont des matrices de changement de base, c'est des matrices inversibles. Idem pour P, donc pour P-1, je répète, P est inversible. Donc P-1 aussi, GLP de K. Et on a bien A égale V, JNPR, U, c'est-à-dire la forme voulue, hein, A. S'écrit comme JNP en milieu, multiplié à gauche et à droite par des carrés inversibles. Et ben voilà qui donne le résultat voulu. Alors il restait un tout petit cas particulier, c'est si R égale 0. On ne peut pas faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire compléter une base du noyau, parce qu'en fait la base du noyau contient tous les vecteurs. C'est-à-dire, vous reprendrez ce qu'on a écrit en début de preuve, la dimension du noyau de FA c'est P-R, mais si R égale 0, ça fait P. Mais P, c'est la dimension de K exposant P, donc dans ces cas-là, le noyau de FA, c'est tout l'ensemble de départ. C'est-à-dire que FA, c'est l'application nulle de KP dans KN. Autrement dit, A, la matrice de l'application nulle, c'est la matrice complètement nulle. Alors, à retenir, hein, la seule matrice qui a pour rang 0, c'est la matrice complètement nulle. Ici, ben oui, alors donc A, c'est la matrice nulle, mais qui est JNPR? Eh ben,
Bon, bah, c'est un peu une convention, mais on a dit qu'on mettait R1 sur l'esquisse de la diagonale. Et là, on en met 0. Autrement dit, JNPR, c'est 0. Alors, la question, c'est est-ce que les deux matrices nulles, là, on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par des matrices carrées inversibles? La réponse, c'est oui. En fait, si vous multipliez 0 par n'importe quelle matrice PP carré inversible à droite, puis n'importe quelle matrice carré inversible NN à gauche, vous obtenez A comme souhaité. Donc ici, toutes les matrices V et matrices U fonctionnent. Voilà, notre preuve est terminée. Bon, elle est importante en théorie, hein. Et notamment, elle permet de donner la réciproque d'une propriété qu'on avait vue. Hein. Si deux matrices sont équivalentes, elles ont le même rang. Alors ça, maintenant, on a la réciproque. Deux matrices A et B de MNP de K sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang. Alors, l'implication de gauche vers droite, hein, matrice équivalente à leur même rang, on l'a vu. Maintenant, si A et B ont le même rang, on a vu que A est équivalente, hein, j'ai noté comme ça là. Bon, c'est quelque chose qui est à peu près acceptable, si vous dites bien ce que c'est. Hein. Donc, est équivalente, c'est et de la forme Q-1 JNPRP, où Q et P sont des carrés inversibles, la première NN et la deuxième MP. Bon, mais on a vu que cette relation, être équivalente A, est une relation d'équivalence, justement. Parce que si B a le même rang que A, on peut dire aussi que B est équivalente à JNPR. Alors, on pourrait développer un peu ce passage en notant ici Q et P, les matrices qui caractérisent cette équivalence, P' et Q', les matrices, et puis trifouiller tout ça, mais vous avez dû faire l'exercice. Si A est équivalente à une matrice et B aussi, alors A et B sont équivalentes entre elles. Parce que vous avez dû faire le petit exercice que je vous ai proposé la dernière fois. La relation être équivalente à est une relation d'équivalence, justement, dans les matrices. Donc là, on échange hein, par symétrie. JNPR est équivalente à B, et A est équivalente à JNPR qui est équivalente à B. Donc A est équivalente à B, ou B équivalente à A, d'ailleurs, c'est la même chose. Donc voilà, à retenir, qu'est-ce que c'est que l'équivalence? En fait, c'est avoir même rang pour les matrices MP. Voilà, alors se pose la question dans la suite, comment calculer le rang? Il n'est pas question, en général, d'aller jusqu'au calcul de JNPR. Néanmoins, on va s'avancer comme ça par des opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes vers une matrice plus simple que A qui a le même rang. Et c'est ce qu'on voit dans le point suivant. Bon, avant de parler de rang et d'opérations élémentaires, comme je viens de le dire, il y a une opération particulière dont il faut que je vous parle avant et qui concerne le rang, c'est la transposition. Proposition, soit A une matrice de format NP, de K, à coefficient en K. Le rang de sa transposée, c'est le rang de A. Important, très important, j'en dirai un mot sur les systèmes tout à l'heure. Un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la transposée de A? Alors si A est une matrice NP, c'est une matrice de format PN, définie par transposée de A égale A'Ij. Alors attention, si on conserve l'égalité IJ, ici I doit se promener entre 1 et P, hein, puisque c'est transposée de A est une matrice Pn, et J doit se promener entre 1 et N. À cette condition, A'Ij, c'est AJI, c'est ce qui définit transposée de A. Donc, les colonnes de transposée de A sont les lignes de A. Je conclurai là-dessus pour l'interprétation de cette propriété. Alors, la preuve, on utilise ce que l'on vient de faire. On pose rang de A égale R, là encore, hein, un nombre. Alors, plus petit que P, plus petit que N. On vient de le voir, A égale V, J, NPR fois U, où V est une matrice carrée inversible, NN, et U est une matrice carrée inversible. PP, attention, j'ai mis N ici, hop, c'est P. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on transpose cette égalité? N'oubliez pas que la transposée de A fois B, c'est transposée de B fois transposée de U. Autrement dit ici, alors peut-être en deux temps, mais vous le faites l'un après l'autre, vous avez transposé de U fois transposé de JNPR fois transposé de V. Or, qu'est-ce qu'on peut dire de transposé de U? Alors, U est une matrice inversible. Et dans ces cas-là, on sait que ça transposé aussi. Donc, transposé de U, c'est dans GLP de K. Qu'est-ce qu'on peut dire de transposé de V?
Transposé de V, V est une matrice dans GLN de K, dans sa transposée aussi. GLN de K. Et maintenant, quelle est la transposée de JNPR? Alors là, je vous laisse le préciser, mais bon, d'abord, c'est une matrice NP. C'est là que mon double indissage avec NP avant R va nous servir. C'est une matrice PN, puisque J est une matrice NP, sa transposée est une matrice PN. Alors, regardez, cette matrice JNP, elle a des 1 sur l'esquisse de la diagonale. Quand ces lignes deviennent ces colonnes, les 1 ne bougent pas. Et il y en a encore R. Autrement dit, c'est J, P, N, R. On en déduit que le rang de transposé de A, vous voyez, deux inversibles ici, c'est le rang de J, P, N, R, c'est-à-dire R et R, c'est le rang de A. Voilà, très important. Pourquoi? Parce que ceci assure que le nombre de colonnes linéairement indépendantes dans une matrice est égal au nombre de lignes linéairement indépendantes dans une matrice. En effet, les colonnes de transposé de A sont les lignes de A. Donc on peut aussi définir le rang en disant que c'est le nombre de lignes de A linéairement indépendantes. Rang de A égale nombre de lignes linéairement indépendantes. Si vous vous souvenez, c'est comme ça qu'on avait défini le rang d'un système. Autrement dit, tous les noms qu'on a évoqués comme étant des rangs, tout ça est compatible maintenant. Je vais préciser ce que j'ai dit en disant que les rangs de système et de matrice étaient des notions compatibles. On va prendre quelques notations assez usuelles, soit A, la matrice NP, une matrice de format NP. On appelle SH le système homogène, AX égale 0N1, d'inconnu grand X appartenant à K exposant P, plus exactement MP1 de K, où le second membre ici est nul, donc c'est 0, c'est 0N1, il n'y a que des 0, il y a N. Objet de système avec second membre associé à X, un système avec second membre, c'est écrit AX égale gamma 1, gamma 2, gamma N, disons C, où C est une colonne dans Mn1 de K, c'est-à-dire dans Kn. Ce qu'on avait donné comme définition du rang de S ou de SH, c'est le nombre de pivots d'une matrice échelonnée obtenue à partir de A par des opérations élémentaires sur les lignes. On avait été un peu plus précis en disant que c'était exactement le nombre de pivots de la matrice échelonnée et réduite obtenue à partir de A par ce type d'opération élémentaire. Mais dans les deux cas, c'est le nombre de lignes de A linéairement indépendantes. Puisque on s'était dit, faire des opérations élémentaires conserve l'indépendance des lignes, et donc finalement le nombre de pivots c'est le nombre de lignes de A linéairement indépendantes. On a donc rang de S, ou rang de SH, c'est le même, c'est le rang de la transposée de A, où A est la matrice présente dans le système. Et donc c'est notre propriété précédente qui nous dit en fait, rang de S ou rang de SH, c'est le même, c'est rang de A. C'est ça que j'ai voulu dire en disant que la notion de rang d'un système et de la matrice associée sont compatibles. C'est que le rang de S, c'est le rang de A. Alors, le rang de S égale le rang de SH égale donc le rang de FA, puisque le rang de A, c'est le rang de l'application linéaire canoniquement associée. Le théorème du rang donne donc que c'est dimension de l'espace de départ, P moins dimension du noyau. Mais la dimension du noyau, c'est l'ensemble des x tels que AX égale 0, c'est ce qu'on a appelé, au premier semestre, sol SH. On a donc, regardez, la dimension de sol SH, c'est P moins le rang du système. P moins le rang du système. Alors, sol SH est un sous-espace vectoriel, il n'est jamais vide, et sa dimension, c'est donc P, nombre d'inconnus, moins rang du système. En revanche, alors pour S, vous savez qu'il y a deux cas, soit grand C est dans l'image de FA, auquel cas l'ensemble sol S est un sous-espace affine dirigé par sol SH, soit C n'est pas dans l'image de F indice A, et dans ces cas-là, il n'y a pas de solution. On dit que le système S est incompatible. Donc, décidément, aujourd'hui, tout ce qui s'appelait rang avant et qui avait des
définition distincte, c'est trouver lié par des propriétés. Voilà, alors, reste un dernier point, on va pas tout faire ce qui est dans le polycopier, je vous renvoie à un document que je mettrai sur le site d'ici quelques jours. Donc ça concerne le calcul du rang et les opérations élémentaires, soit sur les lignes, soit sur les colonnes. On passe donc rapidement au point 5.5, rang et opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes d'une matrice, soit donc une matrice de format NP à coefficient dans K, donc dans MNP de K. Son rang, on l'a vu, c'est le rang de ces vecteurs colonnes, donc de C1, C2, CP, où ces objets sont des vecteurs de K exposant à N ou bien au choix de Mn1 de K. Alors, on a vu dans le paragraphe rang d'une famille de vecteurs que les opérations suivantes sur les CJ laissent invariant le sous-espace vectoriel engendré par ces CJ, à l'intérieur de K exposant N, bien sûr. Alors ces opérations, lesquelles sont-elles? Hop. Alors, je les ai écrites là, mais il faut comprendre avant de les lire que si l'espace vectoriel qui est là est invariant, sa dimension ne va pas changer. Donc le rang ne va pas changer. Le rang de cet espace vectoriel, c'est justement le rang de A. Autrement dit, les opérations que je vais écrire ici ne change pas le rang de A. Alors, c'est sur les CJ, les colonnes. Bon, une opération, c'est l'échange de deux colonnes, CJ remplacé par CK. J'insiste pas trop sur les notations, donc c'est une matrice de transposition, on échange deux colonnes et le rang ne change pas. On peut aussi échanger une colonne par lambda fois celle-ci, où lambda est un scalaire non nul. Attention, non nul est important parce que si vous remplacez une colonne par 0, le rang diminue au moins de 1. Et d'autre part, alors ça c'est l'opération que l'on fait le plus souvent pour simplifier le calcul du rang, remplacer la colonne CJ par CJ plus lambda fois CK, où lambda appartient à K cette fois, et K différent de J. Ici aussi, on peut prendre K différent de J, sinon ça sert à rien. Donc les opérations élémentaires sur les colonnes d'une matrice ne changent pas son rang. De plus, le rang de A, c'est le rang de transposé de A. Et donc, c'est le rang des colonnes de transposé de A. Mais les colonnes de transposé de A, c'est les lignes de A. Donc c'est le rang de L1, L2 jusqu'à Ln. Attention, où les L sont les lignes de A. D'accord? Alors, de même, les opérations élémentaires sur les lignes de A ne modifient pas son rang. Toute matrice obtenue soit par une opération élémentaire sur les colonnes, soit par une opération élémentaire sur les lignes de la matrice A a un rang égal à celui de la matrice de départ. Alors, en pratique, c'est ça qu'on utilise pour calculer le rang d'une matrice. On lui applique des opérations élémentaires afin de se rapprocher d'une matrice dont on peut dire, juste en regardant sa forme, quel est le rang. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait un polycopier que je mettrai sur le site qui explique quelle est l'interprétation matricielle de ces opérations élémentaires. Je vous en donne l'idée dans le dernier tableau et je vous renvoie à ce document pour terminer l'étude du rang. Alors, pour la suite du chapitre, et sa fin d'ailleurs, vous pouvez bien sûr lire ce qu'il y a dans le polycopier. Il y a des notations qui expliquent ce que je vais dire ici là en quelques mots, mais je vous renvoie au document dont je viens de parler, là, opération élémentaire sur les lignes ou les colonnes d'une matrice, traduction à l'aide de produits matriciels. Je vais me baser donc sur ce document que je vous demande de lire pour une prochaine fois et que je commenterai. Alors l'idée quand même, en deux mots, c'est de dire que si on prend une matrice A appartenant à MNP de K, une opération élémentaire sur ces lignes, ça correspond à sa multiplication à gauche par une matrice carrée inversible. Multiplication à gauche par une matrice de GLN de K. De même, une opération sur ces colonnes de A, ça correspond à la multiplication à droite par une matrice carrée inversible, cette fois de GLNP de K. Alors,
En deux mots, si vous voulez faire une opération élémentaire sur les lignes de A, vous la multipliez à gauche par la matrice identité auquel vous avez fait l'opération élémentaire voulue. De même, si vous voulez faire une opération élémentaire sur les colonnes de A, il faut la multiplier à droite par la matrice obtenue à partir de l'identité de IP, par l'opération élémentaire voulue. Alors, ça a deux interprétations qui, pour terminer, bouclent un petit peu les notions vues. J'appelle R la matrice échelonnée et réduite associée par ligne à A, c'est-à-dire qu'on peut aller de A vers R uniquement en faisant des opérations élémentaires sur les lignes. Alors dans ces cas, à chaque fois qu'on fait une opération élémentaire, on multiplie A à gauche par une matrice carrée inversible. Si vous faites le produit de toutes ces matrices carrées inversibles utilisées, vous obtenez à nouveau une carrée inversible. Autrement dit, les opérations élémentaires qui mènent vers l'échelonnée réduite équivalente par ligne à A peuvent être représentées par le produit, par une matrice V carrée inversible qui est un produit de matrices d'opérations élémentaires sur les lignes. Et une fois que vous avez l'échelonnée réduite, là vous pouvez commencer des opérations élémentaires sur les colonnes pour amener finalement vers JNPR, où U est le produit, cette fois, des opérations élémentaires sur les colonnes qui permettent d'aller de la matrice échelonnée réduite équivalente par ligne à A à JNPR, la matrice canonique de rang R. Donc vous voyez que ça boucle un petit peu le chapitre en retrouvant le fait que A est de rang R si et seulement si elle est, alors si et seulement si on l'a démontré, ici en tout cas ça donne une technique pour obtenir la JNPR, à partir de A. Alors, on va jamais jusqu'au bout de cette opération, sauf dans un cas très particulier qui est le calcul de l'inverse d'une matrice. Vous verrez ça à la fin du document. En général, quand on commence des opérations élémentaires, dès qu'on a une matrice dont on peut déterminer facilement le rang, on dit ça y est, j'ai le rang, donc j'ai le rang de la matrice de départ. Alors, voilà pour ce cours, essentiellement sur le rang, avec une petite introduction sur le calcul par bloc. Ça termine, à l'étude de ce document près, le chapitre sur les matrices. On poursuivra nos travaux à distance avec l'étude des séries numériques. On va refaire un petit peu d'analyse. À bientôt!